L'aventure de l'hôpital Sainte-Anne commence en 2004. Cette année-là, le père Jean-Yves Lhomme, présent à Madagascar depuis déjà 18 ans, est chargé par monseigneur Alfredo Caires, évêque de Mananzar, de concevoir, de construire et de faire vivre un hôpital pour la population la plus défavorisée de la région. Un magnifique terrain de 10 hectares, propriété du diocèse, situé à 5 km de la ville, est disponible. Un terrain très accidenté, composé de collines et de ravines, et couvert d'une végétation luxuriante et sauvage, avec quelques rizières à l'abandon. Mais il n'y a rien d'autre, ni cahier de charge, ni ébauche de plan, ni moyens techniques, ni surtout moyens financiers. Et pourtant, aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Les bâtiments de l'hôpital sont achevés et ce bel outil sera prêt à fonctionner dès le début de l'année 2020. Tout est fait, mais tout reste à faire. La ville de Mananzar est située sur la côte sud-est de Madagascar, au bord de l'océan Indien. La population est de 40 000 habitants, à laquelle s'ajoute celle des petites bourgades et des villages de brousse, totalisant une zone d'influence de l'hôpital d'environ 500 000 habitants. Une unique voie routière, la RN 25, relie Mananzar au reste de l'île, et le canal des Pangalanes, qui suit la côte sur 400 km, est aussi une importante voie de circulation pour les habitants et les marchandises. La majorité de l'habitat est constituée par des cases, en bois et en palme, sans aucun équipement sanitaire. La plage et l'embouchure du fleuve sont des lieux collectifs très animés où se mêlent l'activité de pêche, la toilette, le lavage du linge, les jeux d'enfants, mais qui servent aussi par endroits de latrines. Madagascar fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde, et cela se traduit par l'absence de moyens et d'équipements dans tous les domaines, l'alimentation, les travaux publics, la justice, l'éducation et tout spécialement la santé. L'hôpital public de Mananzar manque de tout, locaux, matériel, personnel et médicaments. Et par ailleurs, la population la plus pauvre ne peut accéder aux soins pour des raisons financières, car il n'y a aucun système de protection sociale. L'espérance de vie est inférieure à 60 ans et les principales causes de mortalité sont la malaria, les diarrhées, les MST et les accidents domestiques dus à la précarité des conditions de vie. La mort des nouveau-nés, 57 pour 1000 naissances, et les accouchements difficiles sont aussi de graves problèmes de santé. En 2005 et 2006, le père Jean-Yves séjourne à La Réunion. Il élabore et mûrit, en concertation avec des médecins, des responsables d'établissements de santé, le programme de base du futur hôpital. Une capacité de 50 lits, un service de consultation externe, un service de médecine et un service de chirurgie avec 2 salles d'opération. Et il garde en tête les visages et les images de la vie quotidienne des habitants de Mananzar, avec en exergue une idée directrice: faire un hôpital pour les pauvres, mais pas un pauvre hôpital. De retour à Mananzar, le père Jean-Yves s'attaque aux travaux. Le terrain est couvert d'une forêt dense, sans voie d'accès ni chemin de circulation. Il faut donc commencer par défricher, abattre des arbres et replanter assez vite pour éviter l'érosion de la terre mise à nu. Puis, sans plan directeur, un peu à l'aveugle et à l'intuition, faire les premiers terrassements, avec comme seuls outils les pelles, les brouettes et la force des bras. Dégager les plus gros rochers, araser les collines, tracer la voirie, construire des digues pour franchir les ravines, réguler l'eau de la grande saison des pluies en édifiant un barrage, poser des buses, déblayer les éboulements de terre après le passage d'un cyclone, conforter les mouvements de terrain
avec des murs de soutènement. Damer, stabiliser la terre des premières plateformes, c'est un travail titanesque. Après 3 années difficiles, les zones aplanies représentent 9000 m², soit à peine 10% du terrain. Pendant ce temps de préparation, les architectes ont affiné le programme des besoins. Ils ont fait les premiers plans, réfléchi au mode de construction en fonction des matériaux et des moyens disponibles et déterminé une organisation en pavillon entourée de varangues. Un relevé topographique sommaire permet d'établir le plan de masse et sur les plateformes dégagées, on peut donc faire les premières implantations. Piquetage, fondation et premiers murs en élévation. Enfin, les bâtiments sortent de terre. Simultanément, le père Jean-Yves met en place et entretient un large réseau d'amitié autour du projet. 3 premières associations, créées spécialement pour soutenir l'hôpital Sainte-Anne, œuvrent sans relâche pour récolter des fonds. L'édification du château d'eau, conçu pour résister aux vents violents des tempêtes tropicales, est un ouvrage délicat. Mais le reste du chantier a pris son rythme de croisière. Les pavillons de consultations externes, d'administration, puis ceux d'hospitalisation se succèdent. Maçonnerie, charpente, couverture, tout le gros œuvre est réalisé par l'équipe d'ouvriers du père Jean-Yves qui, en plus du rôle de maître d'ouvrage, endosse celui d'entrepreneur. Sur une colline un peu à l'écart, commence la construction de la maison destinée au logement du directeur, des coopérants et des bénévoles qui viendront travailler à l'hôpital. Les premières portes et fenêtres en menuiserie aluminium arrivent de Tananarive. En 2 semaines, les premiers pavillons sont équipés. Une autre colline encore est aplanie grâce à un terrassement complexe pour construire le bâtiment logistique, ateliers, garages, buanderies, locaux du personnel. Le creusement des bassins destinés à l'assainissement par lagunage est engagé. Et démarrent enfin les travaux du cœur de l'hôpital, le plateau technique, qui accueillera les blocs opératoires, les salles de soins intensifs, la radiologie et la stérilisation. Le gros œuvre des 9 premiers pavillons étant terminé, il faut passer aux finitions intérieures. Carrelage, pose des appareils sanitaires, distribution électrique. Ces tâches sont assurées en grande partie par des bénévoles venus de France et en particulier de la Réunion pour 15 jours ou 3 semaines. Simultanément, la maison d'accueil est elle aussi achevée et même meublée. La pose de la charpente du plateau technique marque une étape importante du chantier, mais on en reparlera. Isolation, plaques de plâtre, peinture, les finitions s'accélèrent et les premiers équipements médicaux peuvent être installés dans le laboratoire et dans la radiologie en attendant ceux des blocs opératoires, cialytiques, fluides médicaux, filtration et rafraîchissement de l'air qui doivent être posés dans les prochains mois. Malgré l'apparente fluidité du chantier, on peut s'étonner de sa durée. 9 années pour une construction de 2500 m² qui en France aurait duré tout au plus 18 mois. Mais il faut redire l'extrême difficulté matérielle de cette réalisation et citer par exemple la production des matériaux de base. Pierre et moellons sont extraits manuellement des carrières voisines. Le gravier est concassé à même le sol par les femmes et les enfants. Les parpaings, les buses, les claustras sont fabriqués sur place, un à un, dans des moules confectionnés par le ferrailleur de Mananzar à partir de vieilles tôles récupérées. Quant au bois de charpente, appelé bois carré, il ne dépasse pas une section de 8 par 8 cm en raison de la déforestation. Le transport de ce qui vient de Tananarive ou de France se fait en container, par camion,
sur des routes souvent défoncées, parfois coupées par les glissements de terrain. À l'arrivée à Monanzar, certains de ces camions ne peuvent passer sur l'unique pont qui donne accès à la ville. Il faut alors leur faire franchir le fleuve sur des barges précaires avec la crainte de les voir à tout moment basculer dans les eaux. Cependant, la construction de l'hôpital Sainte-Anne n'est pas seulement une prouesse technique, laborieuse mais remarquable, c'est aussi une formidable aventure humaine. Depuis 12 ans, ce projet est porté par l'engagement, la ténacité et la solidarité d'hommes et de femmes, au premier rang desquels il faut placer le père Jean-Yves Lhomme. Infatigable, exigeant, il est présent quotidiennement sur le chantier, chargeant les matériaux dans son petit camion, supervisant son équipe et souvent seul pour faire des choix difficiles de coordination et de priorité des travaux. Son charisme et sa force de conviction ont par ailleurs mis en branle une grande chaîne d'amitié. Dès le début du projet, 4 associations, à La Réunion, en Touraine, en Lorraine et en Normandie, se sont mobilisées pour trouver des fonds grâce à des actions très variées. Puis, des structures plus importantes dans toute la France se sont associées pour participer matériellement et financièrement. Adrar, dans le Lot-et-Garonne, Amour et Partage, dans le Doubs, le Rotary à Metz, en lien avec la Fondation Rotary, Électriciens sans frontières en Île-de-France, Aide au tiers-monde dans le Nord et Pharmacie humanitaire internationale en Anjou. Et il faut ajouter les très nombreux particuliers qui se sont engagés personnellement et font régulièrement des dons. En dehors des bénévoles qui agissent dans l'ombre des associations, il y a ceux qui, seuls ou en groupe, vont à Madagascar donner de leur temps sur le chantier pour accomplir des tâches parfois ingrates mais essentielles. Installation électrique, pose des faux plafonds et des sanitaires, nettoyage, peinture, rangement des dons de toute nature venus de France. N'oublions pas que cette aventure humaine passe aussi par le travail et les bras de l'équipe d'ouvriers malgaches qui entoure le père Jean-Yves. Entre 30 et 40 personnes remplissent sur le chantier les fonctions de manœuvre, maçon, charpentier, peintre. Par leur nombre, ils pallient à l'absence de moyens mécaniques. Ils sont encadrés avec compétence par Jean Noël, un chef maçon venu des hauts plateaux de Madagascar. La grande diversité des participants constitue l'originalité et la richesse de cette action humanitaire. Elle évite la lourdeur des grosses structures et préserve la générosité et la fraîcheur de l'enthousiasme initial. Les difficultés matérielles qu'on a évoquées plus haut, les problèmes de coordination, ainsi que les différences de culture et de pratique entre Madagascar et la France ont suscité à plusieurs reprises des interrogations et ont entraîné des ajustements progressifs du projet. Mais ces moments de doute et même de découragement ont toujours été effacés par de formidables moments de réussite et de satisfaction qui ont pris valeur de symbole. C'est le cas pour l'arrivée de l'eau sur le site. On l'a dit, le terrain est à quelques kilomètres de la ville et aucun réseau ne le dessert. Ni eau, ni électricité, ni assainissement. Il a donc fallu faire un forage à plus de 40 mètres de profondeur, installer une pompe immergée alimentée par l'énergie solaire et conduire l'eau jusqu'en haut du château d'eau, quelques 20 mètres plus haut. C'est dire la joie de ceux qui étaient présents sur le chantier lors de la première ouverture du robinet. Cette réalisation, qui s'est étalée sur plus de 2 années, a été pilotée par l'association Adrar, et pour beaucoup, elle a signifié la crédibilité du projet. De la même façon,
la question de la production d'énergie était cruciale pour le fonctionnement de l'hôpital. C'est Électriciens sans frontières qui a pris en charge cette part décisive du chantier. Après plusieurs années d'études, de négociations, de recherche de financement et d'installations difficiles, le site est aujourd'hui doté de gros générateurs et de panneaux photovoltaïques qui peuvent assurer la marche de tous les équipements. Appareils médicaux, radiologie, ventilation, rafraîchissement, stérilisation, tous très gourmands en énergie. De multiples autres exemples pourraient exprimer les défis, les réussites et les joies vécues sur le chantier. L'installation des fluides médicaux qui est en cours grâce à PHI, les plateaux de lagunage pour l'assainissement, étudiés et financés par l'ADRAR, l'équipement du laboratoire et de la radiologie offert par le Rotary, etc. Mais on terminera par la chaîne de solidarité qui a permis la réalisation de la charpente du plateau technique. Cette charpente, plus complexe que celle des pavillons, aurait été très difficile à réaliser sur place. Elle a donc été fabriquée en France. Un gros fournisseur vendéen a offert le bois, qu'une entreprise tourangelle a usiné pour en faire une charpente en kit. Un transporteur a acheminé les pièces jusque dans le nord de la France, où elles ont été chargées dans des containers qui ont rejoint Mananzar par bateau puis par camion. La charpente a finalement été montée sur le bâtiment par les charpentiers malgaches du chantier avec l'aide d'un jeune compagnon grenoblois qui a passé 2 mois à Madagascar en 2018 pour se consacrer à cette opération. Un enchaînement exemplaire de générosité qui guérit de tous les doutes, qui permet de croire en la bonté des hommes et qui donne confiance pour la suite de cette action. Car en effet, cette magnifique réalisation dont nous fêtons aujourd'hui l'achèvement doit avoir une suite sans laquelle ces 12 années d'efforts n'auraient aucun sens. L'espoir final de ce projet est bien sûr de pouvoir accueillir, soulager, soigner ces enfants, ces femmes et ces hommes de Mananzar, que la pauvreté et les conditions de vie privent du droit élémentaire à la santé et à la dignité. L'ouverture et le fonctionnement de l'hôpital qu'ils attendent tous, et que ceux qui ont déjà participé à cette belle aventure attendent aussi. C'est à nous tous, c'est à vous aujourd'hui de les rendre possibles par votre engagement. Il faut poursuivre les actions pour trouver inlassablement des financements. Et il faut aussi que se constitue un réseau de professionnels de santé qui pourront accompagner et soutenir la vie de l'hôpital Sainte-Anne. La suite de ce film, c'est vous qui allez l'écrire.